une table ronde qui s'intitule « Savoir expérientiel, savoir de vie, savoir partagé ». Nous aurons le plaisir d'écouter successivement, pendant environ 10 minutes, nos 4 intervenants. Donc, dans un premier temps, nous aurons le plaisir d'écouter Martine Bengener, donc sociologue, économiste au CNRS, et voilà, qui va essayer d'avoir une approche contextuelle, large de la question qui est la nôtre, qui est celle du statut, de la légitimité, des légitimités des savoirs, et notamment lorsque ceux-ci sont créés dans l'expérience, dans le quotidien, dans la vie des personnes concernées. Dans un second temps, nous donnerons la parole à Émilie Herman du collectif Dig Ding Dong pour qu'elle nous fasse part du message de son collectif, de son activité aussi et de la façon dont ils œuvrent pour comprendre et apprendre avec la maladie ici de Huntington. Ensuite, je passerai la parole à Véronique Daniel-Bruno, qui est neurologue spécialisée dans le domaine de la SLA à Lille, et qui est également membre de l'espace éthique hospitalo-universitaire du CHU de Lille et de l'espace éthique régional Nord-Pas-de-Calais. Et puis ensuite, on finira par un message politique très fort de Jean-Paul Wagner, qui est président de la Fédération française des groupements de parkinsoniens, et également membre, et il a insisté pour que je le souligne, du collectif Parkinson, qui va réunir un certain nombre de grandes structures, dont la Fédération française des groupements parkinsoniens et France Parkinson. Voilà, juste un mot pour un peu cibler dans la préparation que l'on a eue de nos quatre interventions, un peu les thèmes de cette table ronde. Il y a 3 finalement axes auxquels on va essayer sur lesquels on va essayer de travailler pour en extraire un questionnement éthique. Il y a la question des légitimités. Il me semble que ça, c'est une question à la fois épistémologique, éthique et politique. La question des légitimités des savoirs créés dans l'expérience, notamment des savoirs de l'expérience, parce que c'est aussi une question de visibilité de ces savoirs-là. Ensuite, la question des standards et des non-standards, c'est-à-dire en quoi ces savoirs sont invisibilisés ou pas par des savoirs qui, eux, sont étalonnés sur certains standards. Et enfin, peut-être la question aussi du partage. Comment partager des savoirs qui sont des savoirs précisément non standards, et donc qui sont des savoirs peut-être moins visibles, et comment les partager, comment les rendre cohérents, complémentaires avec les savoirs médicaux, par exemple. Voilà. Donc il y aura aussi cette question de la confrontation, de la synergie entre savoir de l'expérience et savoir médical. Voilà, donc je laisse la parole à Martine Bengener pour la première intervention. Bien. Merci beaucoup Léo, merci beaucoup à Emmanuel de m'avoir permis de partager avec vous quelques réflexions autour de ce savoir expérientiel. Ce que je voulais en fait commencer par attirer votre attention, c'est sur le fait que ce savoir expérientiel des patients, comme d'ailleurs l'ensemble de la prise de parole des patients, ne peut effectivement être imaginé et analysé en dehors du contexte social, médical et politique dans lequel ils s'inscrivent, sachant bien entendu que pour que cette parole soit entendue, pour que ce savoir soit lui aussi lu, compris, il faut effectivement qu'il y ait une qualité d'écoute. Or, on sait très bien que dans les dernières décennies que nous avons vécues, l'écoute de la parole des patients, disons la visibilité du savoir expérientiel a quand même commencé dans une invisibilité extrêmement profonde qui était liée finalement à l'émergence tout à fait positive par ailleurs bien sûr d'un savoir médical très technique et de plus en plus scientifique qui était de plus en plus efficace. Mais c'est aussi au nom de cette efficacité et au nom donc de la perte de chance qu'avaient les patients s'ils ne bénéficiaient pas de la primauté de ce savoir médical, que ce qui existait auparavant, ce qui était la parole des patients, ce qui était l'expérience des proches et des patients eux-mêmes autour du savoir de la vie au quotidien avec une maladie, se sont progressivement estompés jusqu'à devenir totalement invisibles. Et comme vous pouvez l'imaginer, sortir d'une invisibilité au motif finalement que
ce qui était en jeu, c'était la perte de chance de guérison d'un patient, et qui est une histoire longue et compliquée qui ne peut pas se faire de façon simple et qui exige finalement un combat qui n'est d'ailleurs toujours pas gagné, même si bien sûr on a beaucoup avancé, et ces 2 journées en sont effectivement un témoignage tout à fait. Alors, ce qui s'est passé d'abord pour finalement sortir de cette invisibilité, que ce soit la parole du patient ou son savoir expérientiel par rapport à un savoir technique, un savoir scientifique, c'est visiblement, et Emmanuel Hirsch l'a évoqué tout à l'heure, 2 processus différents dont on entend beaucoup parler depuis ce matin et donc on continuera à entendre parler. C'est d'abord, bien sûr, l'expérience du sida, qui a été, et bien sûr je ne reprendrai pas ici, mais simplement vous rappeler que ça a été un surgissement brutal finalement de la parole des patients, mais c'était un surgissement revendicatif, un surgissement politique qui a ouvert, je dirais, qui a bousculé ce contexte et a ouvert des brèches dans cette invisibilité. Et puis de façon plus lente, plus progressive, mais on le vit aujourd'hui de façon de plus en plus intense et importante, c'est bien sûr l'essor de toutes les maladies chroniques et du vieillissement, et le cortège effectivement de ces maladies qu'on dit dégénératives, qu'on dit évolutives, qui peuvent être neurologiques, mais qui peuvent être aussi attachées à bien d'autres organes, liés notamment dans le contexte du vieillissement, qui font que, contrairement à l'expérience passée, on vit de plus en plus longtemps avec une maladie au quotidien, quand on est une personne atteinte de ces maladies, et qu'il a bien fallu inventer socialement, mais aussi individuellement, les façons de vivre avec cette maladie, qu'en face, effectivement, les pratiques médicales, les pratiques de soins ont été obligées, elles aussi, de répondre à cette transformation en faisant finalement du patient et des proches, finalement, un auxiliaire des soins dans un premier temps. Aujourd'hui, on l'espère et on le souhaite tous, un acteur de ces soins. Et pourquoi on est passé par ce moment-là d'auxiliaire avant d'être un acteur? C'est, comme j'ai essayé de le dire au tout début, c'est qu'on ne sort pas de l'invisibilité si profonde en un seul coup. Et effectivement, il faut quand même préparer socialement et, je dirais, presque médicalement, mais aussi politiquement, cette écoute et ce surgissement de ce savoir et de cette parole des patients. Alors, je crois qu'il ne faut pas oublier non plus que dans cette étape, avant qu'on reconnaisse véritablement ce savoir et cette parole des patients, on est passé par une phase où finalement ce n'était plus l'invisibilité, mais on restait quand même notamment dans l'ombre, et notamment en particulier dans une formulation de la parole du patient, du savoir expérientiel, qui était une formulation que je dirais très contrainte, très enclavée, parce qu'elle restait quand même contrainte par le discours et le regard médical. Et je vous rappellerai, sans insister plus, qu'il y a eu quand même tout un moment où, lorsqu'on évoquait bien sûr la qualité de vie des patients ou son consentement, qu'on lui demandait son consentement aux soins, les formulations qu'on lui proposait étaient des formulations qui étaient sous forme de questionnements qui avaient été élaborés sans que les patients ni leurs associations y participent le plus souvent, et que l'expression de la parole ou l'expression de l'expérience se limitait finalement à oui ou non. Oui, je consens, non, je consens pas. Oui, ma qualité de vie est bonne là, ou ne l'est pas. Et on voit aussi donc une première phase qui est quand même encore extrêmement corsetée, je dirais, par une construction sociale très médicalisée. Un certain nombre d'événements politiques, notamment, on a évoqué rapidement ce matin le concept de démocratie sanitaire, mais il y a eu des changements très importants marqués par un certain nombre de lois sur les droits des patients, mais aussi un nombre de plus en plus important et surtout une volonté et un engagement de plus en plus résolu, disons, d'associations de malades, ont laissé la place petit à petit à un contexte d'écoute de la parole et de ce savoir expérientiel des patients qui
lui permettait finalement de s'exprimer et de s'exprimer au-delà d'un simple assentiment ou d'une négation, mais laissant place à les récits, même la mise en récit de ces expériences, mise en récit d'expériences individuelles, mais aussi de plus en plus mise en récit d'expériences collectives dans le cadre de groupes de parole, dans le cadre aussi de démarches volontaristes de la part des associations, qui a permis, je dirais, de donner une véritable légitimité sociale et une qualité d'écoute à ce surgissement de cette parole qui, pour une fois, était une parole complète et qui permettait d'exprimer finalement l'ensemble de ce que ces patients vivaient au quotidien, ce qu'ils vivaient de bon, ce qu'ils vivaient de moins bon, et qui a permis aussi de commencer à analyser le contenu de ces expériences comme le contenu de ces paroles, à l'aide de concepts plus sociologiques ou plus sociopolitiques ou plus éthiques ou renvoyant à des enjeux de justice sociale, tel celui que Emmanuel Hirsch a évoqué très rapidement tout à l'heure, sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais que je veux absolument souligner ici, même si ce n'est pas il n'est pas le plus souvent lié à l'expérience même du patient, mais il a parlé tout à l'heure, et je veux reprendre le terme des capacités qui a été forgée, approche analytique qui a été forgée par Amartya Sen, qui est un prix Nobel d'économie, qui aujourd'hui, dont la pensée prend de plus en plus d'espace. Et c'était vraiment une pensée en termes de justice sociale, voulant rendre compte justement à partir de l'expérience des personnes désavantagées. Il n'est pas parti des personnes malades, mais l'application au domaine des personnes malades est tout à fait aisée parce qu'on voit que ça apporte quelque chose. Il est parti dans une logique d'économie du développement sur justement la parole et l'expérience des personnes vivant dans des pays en voie de développement, dans des pays défavorisés, versus effectivement les individus qui avaient la chance de vivre dans des sociétés dites plus développées. Son idée était double. Elle était d'une part de mettre, si vous voulez, un outil de mesure politique et de justice sociale sur le désavantage dont souffrent ces personnes du fait de leur situation, à partir du moment où elles l'expriment, et où, en leur donnant une notion qui est très très forte pour arriver à mesurer la subjectivité de ce désavantage de ces personnes, c'est en essayant de porter attention particulièrement, est-ce que ces personnes vivent une vie subie ou dans quelle mesure elles ont la possibilité, la liberté de choisir une vie qui compte pour elles. Et on voit bien que ces contraintes et ces manques de liberté deviennent alors, finalement, une fois qu'on a pu les mettre en mots, disons, l'objet d'une réflexion sur comment on peut faire, quel type d'accompagnement, mais quel type de ressources, quel type, disons, de politique sociale, publique, voire mondiale, peuvent être mises en place pour permettre à ces personnes, finalement, d'avoir la liberté de passer d'un stade d'une vie subie, parce que contrainte, à une vie choisie, de telle sorte qu'elle exprime ce qu'est pour elle une bonne vie, une vie qui a de la valeur, une vie qui compte pour elle, et sur lequel je voudrais juste pour conclure dire, ça permettrait notamment pour ces personnes malades de dire finalement ce n'est pas d'une prise en charge dont j'ai besoin, mais d'une prise en compte de ce qui est important et de ce qui compte pour moi. Je vous remercie. Merci Martine Bingner pour ce rappel du contexte et puis de l'évolution de la place de ces savoirs expérientiels, de l'invisibilité à la visibilité contrainte et puis finalement à une nouvelle phase dans laquelle on serait aujourd'hui, qui serait celle d'une forme de libération de ces savoirs-là, de leurs paroles, avec un encadrement non plus exclusivement médical ou contraint en tout cas par la représentation médicale, mais par un accompagnement conceptuel beaucoup plus peut-être large, et notamment à l'aide de collectifs comme les collectifs Ding Dang Dang, qui sont, je crois, des créateurs conceptuels aussi dans ce champ-là. Et Émilie va nous en dire peut-être un mot. Merci Léo, et je profite de l'occasion pour remercier vraiment très très sincèrement
Emmanuel Hirsch, d'inviter la petite maladie d'Huntington dans la cour des grandes maladies neuroévolutives. Et de nous offrir ainsi de la visibilité et de l'écoute, ce qui est un geste en soi politique fondamental et un cadeau inestimable pour nous. Alors, en effet, j'ai fondé il y a quelques années avec Valérie Pillet et une quinzaine d'autres personnes, dont l'historienne et la philosophe des sciences Catherine Soldiou, qui est par là et qui va participer à plusieurs ateliers pendant ces 2 journées, une association qui s'appelle Ding Dang Dong, comme l'appellent par les cloches, dont l'objet même est la création de savoir sur la maladie de Huntington. L'objet de cette association est exactement la coproduction de savoir sur cette maladie, c'est-à-dire fabriquer du savoir avec ce que nous appelons ses usagers, parce qu'à Ding Dang Dong, on aime bien ce mot-là. Il rapporte pour nous, il renvoie à une culture des usages qui est toujours à faire. Et pour nous, les usagers de Huntington, ce sont autant les malades, les proches, que les soignants. Quelques mots sur Huntington, parce que j'en profite, c'est une maladie rare, on la connaît mal. Maladie héréditaire neuroévolutive, donc, qui se déclare la plupart du temps chez des adultes au beau milieu de leur vie. Elle touche alors peu à peu leur capacité cognitive, avec un ralentissement de la pensée, puis des difficultés d'organisation de cette pensée qui ne fonctionne plus comme avant. Et puis elle affecte aussi les facultés motrices. Des mouvements involontaires de tout le corps apparaissent souvent, pouvant aller jusqu'à une grande amplitude et jaillir de façon incessante. C'est pour cela qu'on a longtemps appelé cette maladie la chorée de Huntington. Chorée pour danse, avec la même racine grecque. Alors, je ne vais pas faire mon armel, mais la même racine grecque pour choréa, qui veut dire mouvement, danse. Cette chorée ayant pour effet des modifications de l'équilibre qui compliquent et parfois empêchent la marche et bien d'autres choses de la vie quotidienne. La maladie affecte aussi la respiration, la déglutition, l'élocution, tout cela évoluant très différemment d'une personne à l'autre. Et après quelques années, les malades deviennent de plus en plus dépendants et meurent le plus souvent des suites de complications liées aux symptômes, fausse route, trauma crânien, infection pulmonaire, état de fatigue générale, suicide aussi. La recherche est très mobilisée pour chercher un traitement, mais il n'existe pas encore de moyens de guérir cette maladie, même si la prise en charge compte énormément médico-social et médico-psychosocial, change complètement la donne. Donc, quand j'entends des discours comme celui de ce matin du professeur de neurochirurgie, j'ai un peu du mal à entendre qu'il n'y a rien à faire. Au contraire, il y a tout à faire. Vraiment, là, je m'adresse aux professionnels, aux soignants dans la salle, parce qu'il n'y a pas de traitement curatif. Il y a en réalité tout à faire en termes de soins et d'accompagnement au quotidien de ces personnes pour que l'errance puisse se transformer en promenade et que la vie soit digne d'être vécue. Alors, Ding Dang Dong est né de l'insatisfaction que Valérie Pillet et moi ressentions à l'égard de ce qui était dit sur cette maladie, et notamment les définitions médicales, les descriptions nécessairement concises de ses symptômes et de son cours clinique. Nous, dont certains proches sont touchés par cette maladie, n'étions pas aidés par ces descriptions, par ces connaissances notamment issues de l'evidence-based medicine et de la statistique. Au contraire, il nous semblait non seulement que certaines descriptions ne collaient pas avec ce que nous avions sous les yeux, mais qu'en plus, il leur manquait du savoir, comme si elles étaient tronquées. Pour nous, le savoir médical n'était pas faux, mais il était partiel, ce qui le rendait souvent non juste. Par exemple, le recours systématique à des notions telles que l'anosognosie, ça veut dire ne pas se rendre compte que l'on est malade, ou encore le déni, la démence, ou encore les troubles de la personnalité tels que l'agressivité, etc., nous semblaient être réducteurs parce qu'ils ne rendaient pas compte de l'expérience. Et ça, c'est vraiment le mot qui nous anime, j'ai l'impression, maintenant. Tels qu'ils étaient et sont toujours invoqués, ces symptômes étaient décrits comme existant suspendus, indépendamment du contexte, au-dessus du cours de la vie elle-même. Valérie et moi étions au début au mieux
insatisfaite et perplexe, au pire en colère, parce qu'on trouvait qu'au fond, il y avait une forme de maltraitance phénoménologique dans cette manière de passer à côté de l'expérience des gens, à côté de l'expérience dont il est question. Pour nous, il est clair que cette situation aggrave la situation des malades et de leur entourant, nourrissant des malentendus et creusant encore plus l'écart entre ceux qui vivent les maladies et ceux qui vivent les BP, pour bien portants. C'est comme ça qu'on dit dans le monde des malades, hein, les BP. En tout cas, par chez nous, dans le Huntington Land. Je ne sais pas pour Jean-Paul, il nous dira. La création de Ding Dang Dong a correspondu au moment où nous avons décidé de passer à autre chose qu'à la colère et à l'insatisfaction. Nous avons décidé de passer à l'action en nous y mettant, c'est-à-dire en décidant de se mêler de ce fameux savoir sur Huntington, en comprenant que les médecins et les soignants, tout comme les malades et les familles, avaient besoin d'aide parce qu'il ne va pas du tout de soi de concevoir des connaissances expérientielles sur une maladie aussi énigmatique que Huntington. C'est pourquoi la première mission que nous sommes fixés a été une mission terrain, afin de recueillir du savoir expérientiel sur comment les personnes vivent cette maladie, ou plus exactement cette transformation, cette métamorphose qu'est la maladie. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui est douloureux? Qu'est-ce qui, au contraire, se passe bien? Par exemple, quand les gens disent qu'ils se sentent bien, alors que manifestement, ils sont devenus handicapés. Comment le comprendre? Est-ce du déni? De la nosognosie? Pas forcément. Or, comprendre et être compris, surtout quand nos comportements sont déroutants, c'est fondamental. C'est la garantie que nos relations, c'est-à-dire ce que nous lie les uns aux autres, soient et demeurent vivantes, dans tous les sens qu'a expliqué Armelle tout à l'heure. Alors nous sommes allés à la rencontre des malades qui s'expriment si peu, qui se plaignent si peu, pour tendre l'oreille et collecter ce qu'ils ont à nous dire, et plus exactement, comme dirait Vinciane Després, qui fait partie de notre collectif aussi, trouver de bonnes questions à leur poser. Et c'est assez compliqué. Chemin faisant, nous avons également beaucoup discuté avec les proches et les soignants. Nous sommes allés dans les maisons, dans les établissements, bien sûr, dans les EHPAD, à l'étranger, dans des établissements spécialisés. Par exemple, en Hollande, où il existe un établissement rempli de personnes avec Huntington, plus de 80 personnes, où ils nous ont appris quelque chose que peut-être vous connaissez bien, mais moi, je n'ai jamais encore vu en France, qui est le principe du feu tricolore. Vert quand il n'y a rien à signaler, orange quand on sent qu'il y a une petite ombre, une nuance chez la personne malade qui semble être une petite gêne, mais qui n'est pas claire. Et là, ça veut dire ouvrir sur une investigation pour comprendre ce qui se passe, pour surtout pas passer dans la couleur rouge qui est celle de la crise, et qui, pour la maladie de Huntington, et je suis sûre pour bien d'autres maladies aussi, laisse des traces indélébiles. Pour ce qui est d'Huntington, souvent se solde par un placement en long séjour en psychiatrie. Donc c'est très important cette couleur orange, et les Hollandais, comme par hasard, nous ont appris des choses sur cette couleur-là. Peu à peu, nous avons accumulé non pas des données, mais des propos, des objets, des inventions, des trucs et des astuces chez les gens. Par exemple, je pense à cette famille, la famille de Suzanne, pour qui, hors de question d'appeler cette maladie la maladie d'Huntington, mais juste le truc de la grand-mère, et pour laquelle hors de question il est de mettre des objets venant de l'hôpital à l'intérieur de la maison parce que c'est moche, et donc qui a mis des petites roulettes au plus joli fauteuil de la maison, par exemple. Donc toutes ces choses-là qui relèvent d'un art de vivre avec Huntington. Nos amis de aide diraient d'une vivrologie. Ce genre de choses est en réalité constitué d'un tas d'histoires et notamment de ruses, comment chacun ruse pour se débrouiller avec la métamorphose en marche, qu'elle soit de soi-même, de son bien-aimé ou de son patient. Et pendant tout ce processus, nous ne sommes pas neutres, bien sûr. Notre fabrique de savoir est profondément orientée. Un savoir pertinent, c'est un savoir auquel est vissée une clé de compréhension, une façon de faire ou d'être qui permet de faire d'Huntington un monde habitable. Et je dirais juste aussi la définition pour William James, qui est vraiment le philosophe préféré de Ding Dang Dong, de ce qu'est une expérience. Il dit « Une idée ou une définition ne sont pas vraies en tant que telles. Pour le devenir, elles doivent surtout faire prise, c'est-à-dire intervenir de manière transformatrice dans la réalité concernée. Fabriquer du savoir expérientiel reste à Ding Dang Dong l'objet de tout un travail en concertation
avec les témoignants par l'intermédiaire de discussions et de correspondances où nous bricolons ensemble pour trouver les manières justes de se raconter, de déployer sa problématique, ses enjeux propres. Nous intéressons chaque fois aux pistes d'évolution contenues dans ces situations. Chacun crée sa version de la maladie de Huntington. Alors vous imaginez le nombre de versions de Huntington qui existent dans le monde. Eh bien, je pense que c'est ça le sens du savoir expérientiel, le sucre du savoir expérientiel, l'infinie variation des versions dont chacune constitue un événement. Voilà, j'en finis pour le moment. Merci. Merci Émilie, beaucoup pour ces éclairages finalement sur comment apprendre à créer un savoir de la métamorphose, hein, pour résumer, si je peux résumer ainsi. Et comment aussi, et je crois que dans le discours de votre collectif, moi je l'entends aussi, tu ne l'as pas dit, mais vous l'avez écrit, que vous le faites aussi dans une idée de complémentarité avec le savoir médical. Tu as dit que le savoir médical n'est pas faux, mais partiel, et peut-être aussi partial. Et donc justement, qu'en dit la neurologue dans sa pratique de cette complémentarité entre le savoir de l'expérience puis le savoir médical? Donc, merci beaucoup pour cette occasion de développer cette pratique médicale. Donc, je me suis posé la question suivante. Savoir médical, savoir expérientiel, s'ignore-t-il, se recouvre-t-il, s'oppose-t-il, en quoi? Bien sûr, je pars du point de vue, au sens tout à fait littéral du groupe de mots point de vue, du médecin neurologue que je suis, et je vais partir à partir de points cruciaux de ma pratique et dans la relation thérapeutique. Le point de l'annonce, qui n'est pas forcément un moment très pointé, mais un moment souvent étendu dans le temps, et les projets et décisions thérapeutiques. Je vais peut-être partir d'une évidence en posant que ce que la médecine sait, eh bien, elle sait répondre à la question « Que se passe-t-il ? Je ne peux pas bien marcher, je bouge trop, je tombe, je ne me souviens pas, je tremble. » J'ai du mal. Plus rarement, c'est la famille d'un patient qui vient consulter pour le patient et qui se plaint. Donc, dans une relation médecin-patient, tout part toujours d'une plainte. Et la question initiale qui fonde la rencontre entre un malade et un praticien est un appel. J'ai mal, je souffre, je ne vais pas bien, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment aller mieux, je ne sais pas ce qui se passe, que se passe-t-il, docteur ? Donc le docteur, en 2016, il peut répondre au patient, et le neurologue, en 2016, il répond au patient « Je comprends vos symptômes, vous souffrez d'un dysfonctionnement qu'on va appeler syndrome parkinsonien, sclérose latérale amyotrophique, maladie d'Alzheimer, autre forme de démence ou autre forme de détérioration, maladie d'Huntington. » La médecine sait parfois expliquer pourquoi. C'est relativement rare dans le domaine de la neurologie chronique que l'on traverse aujourd'hui. Elle sait quand une mutation explique la totalité de la plainte, une intoxication ou un microbe perturbe le dysfonctionnement des cellules neuronales. Alors souvent, nommer la maladie soulage d'une lourde et douloureuse tension. C'est souvent la fin d'un parcours difficile de recherche, pourquoi ? Et une fin d'errance diagnostique pour les malades, en particulier pour les maladies dont le diagnostic est très difficile par la science médicale. Et je rappellerai que le délai diagnostique pour un diagnostic de SLA est de 1 an. Et ce délai n'est pas lié à des défauts de prise en charge, qui, eux, l'allongent, ou une mauvaise accès aux soins, qui aussi l'allongent, mais c'est un délai incompressible lié à l'état de la science et à l'absence de marqueurs diagnostiques. Mais cette errance, peut être vécue comme une forme d'abandon par le patient qui arrive alors en consultation et à l'annonce diagnostique, avec aussi un parcours de crainte d'être abandonné ou de ne pas recevoir de solution du côté de la médecine. Cependant, annoncer une maladie neurologique chronique évolutive fait mal, car la médecine ne peut pas encore réparer ni guérir, et que ce diagnostic, du fait de la nature même de la maladie qui touche la neurologie, eh bien, le diagnostic bouleverse en profondeur et intensément une personne dans son intimité et forcément dans sa confiance à la médecine dès lors que le médecin annonce qu'elle n'a pas de possibilité
de réparation et de guérison. Et je reprends le propos d'un malade qui me dit « c'est la douche écossaise ». Je viens avec un énorme espoir. Vous faites un diagnostic, c'est bien. Le diagnostic que vous me donnez ne me convient pas. Le savoir médical fait ici plus ou moins mal selon les personnes. Il crée forcément une situation de bouleversement, de perte d'objet, mais cette douleur imposée par l'annonce diagnostique est très différente selon les uns et les autres. Ça peut faire très mal au point que certains psychologues utilisent le terme de traumatisme psychique que l'on réserve habituellement aux accidents graves et aux attentats. Il peut faire moins grave, il peut faire moins mal selon les personnes. Toute la question du médecin, c'est comment mieux faire pour qu'on puisse avoir une qualité d'annonce la moins traumatisante possible. Ce que le médecin ne sait pas fondamentalement du malade est de l'ordre de l'intime et de l'ordre du cachet. Son rapport au corps de façon intime, son rapport à la vie, à la mort, ce que sera l'adaptation à une autre forme de vie, s'il croit même pouvoir s'adapter, s'il imagine même que ce puisse être possible, l'image de soi, les objectifs qu'on se donne à atteindre, les désirs, on en a parlé tout à l'heure, les relations affectives, toutes ces choses qui sont par ailleurs extrêmement mouvantes et qui vont aussi bouger des effets de la maladie. De sorte, et je rejoins tout à fait les propos d'Émilie, les maladies neurodégénératives, je suis d'une ancienne génération, sont des malades aussi différemment vécues qu'il y a de personnes touchées, tant du côté des malades que de leur entourage le plus proche. Et pour une même personne, elle est vécue différemment selon le moment, le lieu et les liens. C'est vous dire la complexité d'approche que l'on peut avoir, sachant qu'une annonce médicale est toujours individuelle. Il s'agit de tenter d'approcher ce qui est de l'ordre de l'intime pour ajuster l'annonce, qui sera toujours complète, loyale, transparente, mais qui se fera en tenant compte du temps nécessaire à la personne pour intégrer ce qui reste une très mauvaise nouvelle. Et comme le dit Delassus dans une revue récente, Éthique et Santé, de faire en sorte que le malade puisse en apprendre plus, davantage, parce que le médecin ne l'aura pas choqué, n'aura pas suspendu son élan vital, et le tout en ayant aussi attention aux plus proches ou aux proches qui sont présents et en tenant compte des différences et des décalages qu'il peut y avoir au sein de ce groupe. Donc c'est tout un art médical façonné par l'expérience, j'y tiens, ici aussi. Alors, le retour des malades sur leur vécu de l'annonce diagnostique sont extrêmement divers. Ça va de l'annonce un peu forte, d'un retour un peu fort d'une personne qui me dit de toute façon, il n'y a pas de million de façons d'annoncer, inutile de tourner autour du pot, de toutes les façons, j'ai regardé Internet, je sais à quoi m'attendre. Jusqu'à la personne qui vous reproche de ne pas avoir mâché vos mots. Donc des témoignages autour des malades, au travers des témoignages de malades au travers de l'association montrent évidemment qu'une très bonne qualité de vie est possible. Jean d'Artigues est en train de faire la traversée de l'Atlantique, malade SLA, tétraplégique, qui utilise une aide ventilatoire au masque et est sur un bateau. Et il annonce qu'une bonne qualité de vie est possible, bien évidemment, comme beaucoup de témoignages aujourd'hui en font preuve. Cela nécessite un travail, du temps et un travail sur soi. Mais les médecins ont hâte de donner aux patients ce témoignage qu'une qualité de vie est possible, même dès lors qu'il y a une annonce diagnostique. Le télescopage entre certaines représentations et le vécu du patient sur le moment ne favorise pas toujours cette insufflation d'espoir. Parce que le médecin est toujours placé au niveau individuel. Et même, bien sûr, il ne peut pas ignorer ce qui se passe au niveau collectif. Et il puise dans le collectif, dans le savoir expérientiel, ce qui peut aider. Mais cependant, il est toujours à un niveau individuel et il s'ajuste, il est collé à la temporalité, à l'intimité qui se dévoile un petit peu du patient qu'il a face à lui. Alors certes, les témoignages des malades ont apporté beaucoup de progrès dans la façon d'annoncer les diagnostics, et je ne reviendrai pas sur le terme dégénératif qui va se modifier inévitablement. Et s'ils se modifient comme ceux de démence, comme ceux de sclérose, comme ceux anciens, hérités de l'histoire médicale, par exemple de maladies de Charcot, qui sont devenues trop lourdes de représentation, il est du fait des représentations sociétales. Et j'en veux pour preuve l'interférence que l'on vit
avec les informations qui sont disponibles sur Internet. Quand je tape des maladies neurodégénératives, en particulier maladie de Charcot sur laquelle je travaille, qu'est-ce que je vois apparaître dans les témoignages publics, pas dans les documents de transformation des éléments médicaux, mais je vois quoi? Je vois maladie terrible, je vois saloperie, je vois déchéance. Ce ne sont pas des termes médicaux, mais ce sont des mots violents et qui induisent des perceptions chez les malades et leurs proches de peur, de honte, de mise à l'écart. Un des aidants avec lesquels nous avons travaillé lors d'un séminaire sur les aidants qu'on a fait à notre espace régional, il témoigne de sa perception en société d'un, je le cite, isolement, mise à l'écart, et il parle aussi de l'exposition au regard d'autrui. Il dit la maladie fait peur au sens général, et il me dit il faut absolument changer le regard de la société, travailler sur l'image que la société a de ces malades. La société, c'est nous tous, évidemment. Donc il est certain que la médecine cherche à améliorer les conditions d'annonce, mais elle ne saura pas le faire sans l'aide et le concours des malades et des associations pour déconstruire des représentations et canaliser surtout le pathos qui est déversé sur le net. Alors la médecine ne peut pas réparer ni guérir, mais elle peut déjà, dans certains cas, retarder l'évolution ou corriger quelque temps les troubles, comme par exemple dans la maladie de Parkinson, mais elle offre aussi, dans tous les cas, quand c'est nécessaire et au moment opportun, la possibilité d'utiliser des traitements symptomatiques, les antidouleurs, anxiolytiques, etc., les traitements de confort et des traitements de compensation pour atténuer tel ou tel symptôme ou contourner telle ou telle incapacité. Donc ces traitements sont proposés par toute l'équipe médicale pour faciliter l'adaptation, pour maximiser les fonctions restantes, pour contourner les déficiences, afin de poursuivre sa vie avec des projets et aller de l'avant. Mais quel est le moment opportun d'un fauteuil roulant? Ce témoignage ce matin, c'est du vécu, c'est ce que l'on vit tous dans le moment du fauteuil roulant. Qui va le décider? Pour qui? Qui c'est qui va considérer que le fauteuil roulant est nécessaire? Le médecin, souvent, il anticipe une complication. Il ne souhaite surtout pas voir son patient avec une fracture parce qu'il est tombé ou confiné chez lui parce qu'il ne peut plus sortir. Le malade, à quel moment ressent-il la nécessité de cette aide technique? Comment peut-il combattre aussi les représentations qui lui sont attachées, l'image de soi ou la peur de l'évolution que cela peut représenter? Donc à ce niveau, quand on cherche à mieux faire, quand on n'a pas de traitement qui guérisse, on a les traitements de compensation. Mais la question se pose toujours, à chaque moment où on prescrit, on propose, c'est quelle est la bienfaisance de ce traitement de compensation, qu'il s'agisse de fauteuil roulant, de lèvres-malades, de gastrostomie, de ventilation. Et cette question de la bienfaisance reste toujours ouverte. C'est vraiment le processus de consentement qui se déroule. Et finalement, c'est au malade et à son entourage. Il n'y a que eux qui savent pour eux-mêmes si cette technique est utile, est bienfaisante et est utile. Mais c'est aussi dans ce champ très large de la recherche d'une réadaptation, d'une compensation difficulté, que s'illustre de la façon la plus pertinente qui soit, de mon point de vue, la synergie qui est possible entre savoir médical et savoir expérientiel. Et ce sont là un vécu médical extrêmement heureux. Ainsi, on voit sur le site de l'ARSLA, Association de patients touchés par la SLA, un grand concours de recettes de cuisine à partir d'aliments mixés. C'est extraordinaire. On voit le système de communication qui cause, fait un laser sur une branche de lunettes pour balayer un grand panneau de communication inventé par des proches d'un malade de SLA. Dans une réunion entre aidants, j'apprends comment enfiler une veste à une personne qui a une paralysie complète hypotonique du membre supérieur en plaçant un bas sur sa main qui permet de glisser dans la manche de la veste. Tout ça, ce sont des aidants, des conjoints, des enfants, des proches de malades de SLA, non professionnels de santé, qui trouvent ces trucs-là, qui rendent la vie beaucoup plus simple et qui améliorent la qualité de vie. Alors reste à nous, en centre hospitalier ou au sein des associations de patients, de favoriser ces rencontres entre malades, aidants et soignants pour permettre justement cette synergie, de la vivre. Car les découvertes faites par tel ou tel aidant, par tel ou tel patient,
peuvent servir la collectivité dès lors qu'elles sont portées par les soignants. Ça peut être tout à fait utile. Et puis, on voit tout à fait dans ces réunions d'échange que l'on organise au centre SLA entre aidants et malades et soignants, on voit très bien le rôle des pairs PAIRS, où au final, le malade a les mots, ou l'aidant a les mots, ou la parole, ou est entendu de sorte que le patient se trouve plus en confiance, apaisé, aidé dans une décision qui était pour lui jusqu'alors difficile. Et je pense en particulier à l'acceptation de la gastrostomie, pour laquelle un travail a bien montré l'importance du rôle des pairs PAIRS dans l'aide à la décision. La médecine s'ouvre depuis peu, j'en conviens, je l'ai vécu aussi, au vécu des aidants. Leur place auprès des malades est difficile, mais elle est essentielle. Lors d'un séminaire qu'on a organisé dans le Nord-Pas-de-Calais auprès des aidants, l'aidant m'a parlé de frustration à chaque consultation médicale. C'est dur d'être aidant, me dit-il, on ne sait pas comment être. Et il ajoute, on est victime d'un manque d'information. Le médecin connaît la maladie, nous, on la vit au jour le jour. Et on ne sait pas où on va. Tout en reconnaissant, dans la conversation, l'aidant est persuadé qu'il est la seule personne à comprendre, il est persuadé qu'il est la seule personne à comprendre, à ressentir et à savoir. Donc on est toujours dans un contexte entre deux, où l'ensemble peut être synergique, mais peut aussi dévier vers une opposition ou une ignorance mutuelle. Il y a des choses que la médecine apporte, il y a des choses que l'aidant apporte. Faisons en sorte que les choses soient conciliables. Merci Véronique. T'as encore... J'avais juste une conclusion. Vas-y, je t'en prie. Vas-y. Non, vas-y, fais ta conclusion. Ma conclusion est un lien, je pense, avec la présentation suivante. C'est que l'exercice médical est aussi contraint au sens où il dépend. Il est soumis aux dispositifs d'aide sociale et aux déterminants socio-économiques de la santé en général et de la lutte contre une maladie neurologique chronique évolutive et handicapante en particulier. Et que c'est l'idée d'associations qui unissent les médecins avec leurs compétences médicales, les soignants avec leurs compétences spécifiques et les usagers au sens large. C'est cette union telle qu'on fait dans plusieurs associations. L'ARSLA est née justement, c'est une association qui a été créée par un médecin et par un malade. C'est cette union qui peut permettre parfois de faire réfléchir les pouvoirs publics. Et l'expérience de l'ARSLA, il y a plus de 10 ans, en est la preuve, avec la création des centres SLA, du fait de cette réunion en association des malades et des médecins et de la parole portée par les représentants des malades auprès des pouvoirs publics. Donc en conclusion, dans la vraie vie, savoir médical et savoir expérientiel ne peut jamais s'ignorer. Je ne vois pas comment ce soit possible. On se rencontre à tout moment d'une prise en charge médicale. Le tout est de faire en sorte qu'ils soient en synergie et de bien faire la différence entre ce qui revient d'une relation purement individualisée, d'une somme de savoir expérientiel qui est à disposition, mais qui n'a pas forcément une visée d'universalisation. Ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Et sans vouloir prêcher pour ma paroisse, je pense que les soignants et les médecins restent encore les meilleurs médiateurs entre ce qui est disponible et ce qui va servir la personne. Médiation, bien sûr, qui se fait avec la personne intéressée et ses proches. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Véronique. Et désolé d'avoir pressé, mais le temps nous presse, donc je n'en fais que l'écho. Effectivement, il y a beaucoup de complémentarité avec l'intervention de Jean-Paul qui a effectivement une proposition qui va dans ce sens que pour permettre la complémentarité, il faut la rencontre. Ça, c'est évident, entre des savoirs et donc créer ces conditions-là de la rencontre. Jean-Paul, je vous laisse la parole. J'interviens ici dans le cadre de l'éthique comme patient et non pas comme professionnel. Mais je tiens quand même à dire que ce que j'ai vécu peut être utilisé par les professionnels lors donc du soin.
Alors, je suis aussi le porte-parole des associations de France Parkinson, de la FFGP au sein du collectif, comme on a dit donc ce matin. Et je remercie d'ailleurs Didier Robillard d'être présent parmi nous. Bien. Alors, je vais vous donner donc le point de vue du patient avec l'image des organismes donc, de patients. Pour pouvoir vivre au quotidien avec une maladie dégénérative ou évolutive, maintenant d'évolutive, je trouve ça beaucoup mieux, mais comme celle de Parkinson, il est nécessaire d'en connaître ses caractéristiques, tout en s'interrogeant sur les moyens et les outils à utiliser au quotidien. Sa gestion doit être précise, rigoureuse et permanente dans un cadre espace-temps adapté. La maîtrise n'est pas aisée. Les symptômes sont connus, mais pas les causes. De plus, on ne meurt pas de la maladie de Parkinson, mais de ses effets. Compte tenu de l'expérience de vie, se soigner peut durer des années pour atteindre certains cas 20, 30, 40 ans. C'est usant, parfois déprimant, et cela ne va pas s'arrêter. De plus en plus de jeunes arrivent, ce qu'on peut appeler, sur le marché. C'est pourquoi, pour bien soigner, à mon avis, il faut bien savoir. Mais quel savoir? Faut-il le décliner au singulier ou au pluriel? A priori, compte tenu de la situation, c'est les savoirs qu'il convient d'utiliser sur le triptyque d'adjectifs suivants: savoir expérientiel, par lesquels le malade s'est invité au banquet du savoir, savoir de vie ou l'expérience du vécu, savoir de partage ensuite, ou la solidarité, on la joue en collectif. Pour plus de clarté, j'ai préféré regrouper ce trio dans une monoperspective logique et évolutive. Le savoir de santé est un acquis de connaissances, mais aussi d'expérience, visant à acquérir un métier, une spécialisation, une expertise. Se former, s'informer, s'investir pour mieux soigner par le savoir-faire, le savoir-être. Il convient de s'interroger dans quel but? Peut-on affirmer qui détient le savoir détient le pouvoir? Pour Platon, dans la République, parmi les trois catégories de gens qui composent l'État, seuls ceux qui détiennent le savoir, c'est-à-dire la connaissance, peuvent gouverner. Les castes inférieures sont d'abord, en second rang, les soldats, qui ont pour mission de défendre la cité. Juste en dessous, à la base, sont intégrés les agriculteurs et les commerçants, qui, eux, sont chargés de nourrir la population et la cité. C'est ce qu'on peut appeler le savoir académique, asséné de haut en bas, sans limite, sans contrôle, et donc ouvert à toute exaction ou tyrannie. Dans un graphique de comportement psychologique élaboré par une société de formation américaine, la personne, c'est-à-dire la personne détenant le pouvoir, se situe dans la case des « je sais ». Vous ne savez pas. Je sais, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, étant donné, c'est l'élève, l'apprenti, l'interne. Et je sais étant celui qui a le pouvoir du savoir, enseignant, médecin et coach. Mais le savoir, pour être efficace, doit être ouvert et non pas fermé. En effet, comme pour toute pathologie, mais c'est encore plus vrai pour une maladie chronique, neurodégénérative, évolutive, la relation médecin-patient est très importante. Médecin-patient est très importante.
basé sur la confiance et s'est modifié pourtant sous l'influence d'Internet, des médias et des mœurs. Il convient donc de réinventer le savoir médical, mais aussi le parcours de soins du malade, qui est un sujet et non un objet. Il devient indispensable de mutualiser nos savoirs pour lutter ensemble contre cette maladie qui, pour moi, excusez-moi, c'est Parkinson qui revient, qui, pour moi, et ceci n'est qu'un exemple, mange mon temps, m'aliène dans mon lieu de vie que je ne désire pas, forcément, qui me bouscule dans mon sommeil, paralyse tout mon être. Je veux comprendre, pourtant, pourquoi et comment. J'ai besoin de votre savoir de tous. Je propose de mettre en place une coalition d'intervention à tout niveau, scientifique, la recherche, médicale, la santé, psychologique, la cognition, institutionnelle, la démocratie de santé, mais aussi associative et individuelle, sous forme de témoignages et surtout d'éducation thérapeutique, qui est la mesure 5 du nouveau plan de maladies neurodégénératives, PMND. C'est cette démarche là qui focalise, qui rassemble, qui synthétise plusieurs savoirs. Par l'acquisition de compétences, le patient optimise son autonomie. L'ETP, l'éducation thérapeutique, est progressive. Après avoir établi un diagnostic éducatif entre l'ensemble des professionnels impliqués dans le parcours de soins, le savoir est au début un savoir théorique d'acquisition de connaissances. Puis, dans un deuxième temps, le savoir devient pratique, suivi du savoir décider et du savoir-être. Tous ces savoirs sont destinés au partage, faute de quoi les malades, je veux dire, même si la douleur, en ce qui me concerne, et au-delà, au nom de tous les malades, en ce qui me concerne, la douleur est parfois trop forte, qu'à la souffrance physique s'ajoute la souffrance psychique, souffrance insidieuse de l'esprit. Même si je le sais, elle impose une vigilance de toutes les heures, même si, à certains moments, elle m'abat sans prévenir, même si, à certains moments, je ne cesserai de me battre. Je ne cesserai jamais de me battre, quitte à pousser ma pierre jusqu'au sommet d'une montagne, sans jamais l'atteindre. Mais je serai plus que Sisyphe, car je ne crois pas un seul instant que l'humanité n'ait pas la capacité de trouver la solution, d'éradiquer cette terrible affection. C'est l'espoir de mon savoir actuel. Pour autant, je n'irai pas jusqu'à consulter la pitié de Delphes, bien que. Écoutez, on a eu 4 très belles interventions et je pense qu'il faut que nous en restions là parce que vous avez faim, parce que aussi l'après-midi va être riche de discussions en atelier, donc on ne pourra malheureusement pas faire une petite discussion, mais je crois qu'on va rester sur ces propos très forts. Simplement vous dire un mot peut-être de ce que j'en ai retenu, mais je serai très court, c'est que donner de la légitimité à des savoirs d'expérience, qui est quand même le propos éthique et politique que l'on cherche à défendre ici, pour cette table ronde, donner de la légitimité à ces savoirs de la métamorphose, pour prendre peut-être une idée issue de l'intervention d'Émilie Herman, nécessite
nécessite de métamorphoser notre conception des savoirs. Métamorphoser notre conception des savoirs pour qu'ils se disent au pluriel, comme ça a été rappelé par l'intervenant juste avant, par Jean-Paul, pour qu'ils soient des savoirs qui se disent au pluriel sans privilège et sans hiérarchie, parce que c'est aussi le message qui ressort de cette table ronde, c'est qu'il y a nécessité finalement à déhiérarchiser notre conception des savoirs pour les mettre dans un espace qui soit plus démocratique et où précisément l'enjeu de la connaissance devient un enjeu de la reconnaissance de ces savoirs d'expérience.